Bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour ce webinaire consacré au management habilitant et ses nombreux impacts positifs sur la santé des salariés. Alors, durant ces 45 minutes, nous sommes ravis d'accueillir nos invités Christophe Collignon et Baptiste Cougo. Bonjour à tous les deux. Je vous laisserai dans quelques instants la parole pour que vous m'en disiez un petit peu plus sur vous. Pour ma part, en tant que chef de projet QVCT et psychologue du travail chez Previa, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer les échanges de ce webinaire autour d'un sujet qui me passionne également. Nous sommes également accompagnés en régie de Caroline Cotineau, qui est responsable communication chez Previa, en charge du bon déroulé de ce webinaire et du support que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, tout d'abord, quelques mots sur Previa. Donc, Previa, nous intervenons en santé et en qualité de vie au travail depuis une dizaine d'années. Alors, nous sommes avant tout connus pour avoir mis au point un accompagnement pluridisciplinaire très complet des salariés en arrêt maladie de longue durée pour favoriser la reprise et le maintien dans l'emploi. C'est un accompagnement que nous avons mis au point avec nos propres médecins, coordinateurs RH, professionnels paramédicaux et coachs, et qui permet aux salariés de se remobiliser et se préparer à la fois sur le plan professionnel, psychique et physique. Alors, au-delà de l'accompagnement individuel, nous intervenons également en conseil auprès des entreprises pour déployer des démarches, des programmes et des solutions clés en main qui visent à réduire le nombre et la durée des absences en agissant à la fois sur la santé et sur l'engagement des collaborateurs et leur qualité de vie au travail. Alors, vous l'aurez compris, si nous avons souhaité donner la parole à nos deux experts aujourd'hui, c'est avant tout car la santé au travail est le cœur de notre métier chez Previa et que nous sommes convaincus que le type de management a un impact direct sur celle-ci. Alors, concernant le management habilitant, les nombreuses recherches à ce sujet ne datent pas d'hier, puisque déjà en 1927, c'est-à-dire il y a près d'un siècle, Mary Parker Follett avait posé les bases du management habilitant. Alors, c'est une véritable pionnière de la libération des entreprises qui défendait d'ores et déjà le principe d'autonomie. Et les travaux de MacGregor dans les années 60 sont également une référence quand on s'intéresse au sujet du management habilitant. Il avait mis en évidence deux théories qui s'opposent. Alors, la théorie X, selon laquelle l'humain n'aime pas travailler, qu'il est paresseux et qu'il a donc besoin que son travail soit contrôlé. Et selon cette théorie, les salariés ne pourraient travailler que sous la contrainte, ce qui conduit à un management plutôt autoritaire. À l'inverse, on a la théorie Y qui va défendre l'inverse et l'idée que le travail est un puissant levier de développement personnel et une source de satisfaction. L'homme a donc besoin de travailler pour se développer et se réaliser, et ça induit alors un management plutôt participatif. Maintenant que j'ai planté le décor, un petit mot sur le déroulé de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions, bien sûr, tout au long de la présentation et nous tâcherons de prendre un petit temps pour y répondre dans les dernières minutes de cette émission. Et puis, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous répondrons également par mail à l'issue du webinaire. Et sachez également que vous pouvez télécharger les slides de la présentation à la fin du webinaire. Alors, dans un instant, on va laisser la parole à nos deux experts. Mais avant, on avait une petite question à vous poser. Alors, on peut avoir l'impression que ce style de management, il est encore très peu démocratisé en France et qu'il concerne un petit nombre d'entreprises. Mais qu'en est-il réellement? Alors, à votre avis, quel est le taux d'entreprises qui ont essayé 2, 8 ou 20%? Et je vous laisse un petit temps pour y répondre. Et le temps d'y répondre, je vais laisser Christophe et Baptiste se présenter. Alors, tout d'abord, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous en quelques mots et nous dire quelle vision vous portez sur le management habilitant ou collaboratif? Christophe, à vous l'honneur. Bonjour, merci. Donc, Christophe Collignon. J'ai 60 ans, donc en fait, un petit peu d'expérience, et notamment sur les entreprises collaboratives ou management habilitant. Ça fait 12 ans, bon, 14 ans que je travaille sur le sujet. Donc en fait, j'ai pu avoir la chance de le mettre en place dans une entreprise. Je dirigeais un cabinet de conseil, donc Sens Collectif, qui mettait en œuvre ce type de management dans différentes entreprises. Puis là, j'ai rejoint le groupe Onocéan Business School, notamment pour mettre en place donc un changement vers un système habilitant. Et donc, c'est un changement, enfin, c'est un mode de management et d'organisation d'entreprise qui, pour moi, change totalement ma vision
les entreprises. À partir du moment où j'ai commencé à travailler sur cette façon-là, j'ai plus aucune envie de faire autrement. Tellement c'est efficace et agréable. Agréable pour les personnes qui se trouvent dans l'entreprise, dans l'organisation, et terriblement efficace parce qu'en fait, comme ils sont heureux, eh ben, ils arrivent à être très performants. Donc, je vous en dis pas plus. Là, c'est le début, sa présentation. Je passe la main à Baptiste et on va développer plus tard. Super, merci. Merci Christophe. Ça marche, Baptiste, Christophe. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Baptiste Cougo, je suis docteur en psychologie du travail, psychologue. Je travaille au CHU de Nantes sur un poste mixte entre chercheurs, où je travaille notamment sur l'étude des effets du management sur la santé des salariés, notamment en milieu hospitalier, et en particulier sur les effets des pratiques managériales habilitantes dont on va parler. Et puis, 50% de notre temps, c'est sur des consultations souffrance au travail à destination des professionnels qui peuvent présenter des dépressions, burn-out ou des difficultés liées au travail. Et puis, je suis également investi dans une jeune association qui s'appelle IGEA, qui a été montée en partenariat avec des médecins, des psychologues, sociologues, sur justement cette thématique de la santé au travail, santé psychosociale, et qui s'engage dans des activités de formation, d'études d'impact des transformations des organisations, et puis également de consultation individuelle et d'intervention collective. Voilà. Et donc, effectivement, le management, c'est un sujet plus sur le côté recherche. Je suis très content d'intervenir avec Christophe là-dessus, parce que justement, je pense que ça doit pouvoir bien se compléter. Moi, du coup, avec Vision du management, évidemment, je suis passionné par tout ce qui est support au pouvoir d'action des salariés en général. Il y a vraiment une littérature, on en parlera, qui est foisonnante là-dessus, sur ses bienfaits en termes de performance et en termes de santé, mais on va en parler, bien sûr, tout de suite après. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez bien donné envie d'en savoir plus. Alors, pour notre petit sondage, où je vous ai interrogé il y a quelques minutes, alors, les avis sont assez partagés, puisque 38% d'entre vous ont répondu 2%, 46% d'entre vous ont répondu 8%, et 15% d'entre vous ont répondu 20%. Donc, assez partagé entre 2% et 8%. Et donc, verdict, la bonne réponse est 8%. Voilà, je trouve que c'est quand même un beau chiffre. Hein, on voit bien, il y a quand même 38% d'entre vous qui pensaient que c'était moins d'entreprises que ça. Donc voilà, ça montre aussi qu'on a l'impression que peu d'entreprises sont concernées aujourd'hui en France. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à ce petit sondage. Alors, Christophe, Baptiste, lors de nos échanges préliminaires, on utilisait parfois le terme management habilitant, parfois plutôt management collaboratif. Finalement, tout ça, on est bien d'accord, c'est la même chose. Mais alors, qu'est-ce que le management habilitant? Christophe, est-ce que vous souhaitez commencer? Avec plaisir. Alors, il y a plein de définitions. D'abord, on peut mettre plein de mots derrière. On a parlé d'entreprise libérée, de renouvellement de l'organisation, d'entreprises apprenantes, d'entreprises de management habilitant. En fait, tout ça, ça vient du même principe. On va tirer le fil que Clémentine vous a donné tout à l'heure. Clémentine vous a parlé de la théorie des X et des Y de MacGregor. À la suite de ces travaux des années 60 de MacGregor, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à la suite aussi des réflexions de Abraham Maslow, donc vous vous souvenez de la pyramide de Maslow, des besoins fondamentaux. Et donc, en allant dans ce sens-là, il y a deux chercheurs qui s'appellent donc Deci et Ryan, qui sont deux chercheurs en sociologie et organisation des entreprises aux États-Unis, qui ont travaillé sur une théorie de l'autodétermination, qui a été sortie en 1996 et qui a été mise à jour en 2006. Et cette théorie, elle est fondamentale parce qu'elle explique en fait quels sont les besoins des hommes et des femmes au travail. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, si Abraham Maslow a fait quelque chose qui était plutôt de l'ordre donc Abraham Maslow a fait un travail donc, qui était plutôt intuitif. En revanche, Deci et Ryan ont fait un travail qui est complètement validé par plus de 200 tests dans différents pays et qui valident totalement leur théorie. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent finalement, l'homme et la femme au travail ont trois besoins fondamentaux. Ils ont un besoin d'autonomie, ils ont un besoin de compétence et ils ont un besoin d'appartenance. Je vais vous faire court, ne vous inquiétez pas. Besoin d'autonomie, en fait, ils ont besoin d'organiser eux-mêmes leurs expériences et d'avoir une activité en concordance avec leurs propres valeurs.
En fait, c'est la capacité d'adulte qu'on va leur donner ou leur rendre, hein, parce que des fois, Et donc, si vous ne laissez pas les gens réagir comme des adultes de bon sens à l'intérieur de leur sphère de travail, eh bien, ils s'étiolent, ils se font du mal, ils essayent de s'échapper avec tous les éléments dont va vous parler Baptiste. Deuxième chose, besoin de compétences. On a besoin d'apprendre, on a besoin d'avoir des données et d'avoir des informations de façon à pouvoir décider de façon rationnelle. Si vous coupez vos équipes d'information, si vous les empêchez d'avoir la bonne formation qu'il faut au bon moment, on parle de soft skills, hard skills, on parle de tout, et surtout d'information, eh bien vous les empêchez d'avancer et donc de s'adapter au mouvement du monde. Et à ce moment-là, vous les mettez dans une grande souffrance parce qu'en fait, ils sentent qu'ils vont être déclassés. Et troisième point, besoin d'appartenance, besoin d'aimer, besoin d'être aimé. C'est ce qui drive une grande partie de notre vie. Donc, on a besoin de se sentir accepté et acceptable par l'ensemble du groupe. Et donc, tout ce que vous allez organiser dans une entreprise qui va segmenter, qui va dire qu'il y a des trucs très simples. Vous avez des cadres supérieurs, donc vous avez des cadres inférieurs. Et ben moi, quand je suis cadre inférieur, je me sens déjà un peu moins accepté. Alors ça, c'est un petit détail, et c'est pour la... mais vous allez voir que dans les organisations, vous avez des tas d'éléments qui font qu'on n'est pas ensemble. Et ce qui fait que vous rompez en fait ce groupe, fait qu'en fait on va sectionner, on va segmenter, et en fait on ne travaille plus pour la même chose. Donc voilà, ce sont ces trois besoins fondamentaux. Si vous les satisfaisez, vous obtenez de la satisfaction, enfin du plaisir et du sens, et donc vous allez créer de l'automotivation. Si vous les frustrez, vous allez chercher des compensations, et donc les gens vont chercher du pouvoir ou vont chercher des récompenses, vont chercher à avoir, et donc vous n'y arriverez jamais. Et tout ce que vous allez pouvoir faire en management derrière pour essayer de rattraper le coup ne va peut-être les satisfaire, mais jamais les motiver. Donc en fait, il y a un élément fondamental à comprendre, mais c'est dommage, hein, c'est assez récent. Si vous maltraitez vos équipes ou si vous ne répondez pas à leurs besoins, et donc c'est une forme de maltraitance de ne pas avoir compris leurs besoins, eh bien vous ne pouvez jamais obtenir de l'automotivation. A contrario, si vous le faites, vous avez une fusée spatiale avec des équipes totalement normales. Merci Christophe. Baptiste, est-ce que tu souhaites compléter la définition du management? Ouais, pourquoi pas. En tout cas, moi, je suis voilà, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Compléter, on va dire, peut-être finalement, peut-être juste pour cette question de la définition, effectivement, il y a plein de termes différents qui renvoient globalement à la même idée, qui s'articulent quand même autour de trois grandes choses. C'est en gros partager le pouvoir avec le collaborateur, qui peut prendre la forme de délégation de pouvoir ou d'autorité sur des domaines qui relèvent de ses compétences. Il ne s'agit pas que tout le monde fait n'importe quoi, y compris des choses qui ne relèvent pas de ses savoir-faire. C'est d'être cohérent aussi avec les savoir-faire des personnes. Donc partage du pouvoir, délégation d'autorité. Ensuite, reconnaissance de la responsabilité des collaborateurs. À la fois dans les succès, mais aussi dans ce qui peut moins bien marcher. En tout cas, comme disait Christophe, on reconnaît l'adulte finalement. Donc, j'ai du pouvoir, mais je suis comptable de ce que j'en fais. Et puis, des comportements de soutien du salarié pour développer ses compétences, se développer plus généralement dans l'organisation, afin de lui permettre en fait d'avoir les ressources dont il a besoin pour faire face à l'exigence, quand même, il faut bien le dire, de l'autonomie et de sa prise de décision autonome qu'il y a dans ce type de management. Donc, trois piliers comportementaux. Pour faire, peut-être parce que des fois, c'est bien aussi d'avoir des exemples un peu concrets, on a des modèles qu'on utilise dans le leadership habilitant pas mal, ils reposent sur 6 comportements managériaux, la délégation d'autorité ou la délégation de pouvoir, la reconnaissance de la responsabilité du salarié, le coaching, c'est-à-dire que on va vraiment avoir un manager ici qui va aider le salarié à trouver des solutions plutôt que de lui dire ce qu'il doit faire. Vraiment, on soutient la croissance du salarié dans l'autonomisation. Partage d'informations, oui, si je n'ai pas d'informations, l'information nécessaire à faire le travail, je ne peux pas non plus prendre des décisions autonomes ou me saisir d'une autonomie dans le travail. Soutien au développement des compétences, plus généralement, vraiment avoir des plans de formation, rendre accessibles des formations. Et puis le droit à l'erreur, qui est vraiment fondamental aussi. Voilà, donc c'est plus pour apporter des éléments supplémentaires, mais en gros, voilà, c'est tout à fait raccord avec ce que disait Christophe. Très bien, merci. Et Baptiste, tu nous parlais des recherches foisonnantes sur le sujet du management habilitant. Qu'est-ce qu'on peut remarquer, qu'est-ce qu'on peut noter comme effet remarquable sur la santé de cette mise en place de mode de management? Alors sur la santé, c'est des travaux qui sont un peu plus récents scientifiquement. Enfin, il y a beaucoup de travaux, mais sur des travaux vraiment
d'études expérimentales ou d'études avec des échelles et des statistiques sérieuses. C'est vrai que c'est un peu plus récent sur ce management-là. Mais des éléments qui sont bien importants. Ce qu'on a massivement depuis très longtemps, c'est les effets sur effectivement la performance, l'engagement du collaborateur, son souhait de rester dans l'organisation, et puis sa performance en termes d'engagement dans les travaux, dans ce qui est attendu, mais aussi dans les comportements plus généraux de citoyenneté. Hein, c'est-à-dire qu'on est plus ouvert à l'autre, etc. On est plus innovant. Sur la santé, effectivement, que je disais, c'est un petit peu plus récent. Ce qui ressort globalement, c'est que c'est un rôle, c'est un effet véritablement protecteur des aspects de stress déjà, de burn-out, de dépression également chez les salariés. Et puis sur un versant plus positif, on a toute une littérature qui montre que ça favorise plus généralement le bien-être, la satisfaction au travail, la vitalité au travail. Donc vraiment des effets qui sont bien établis. On a des revues de la littérature qui reposent du coup sur plusieurs travaux qu'on réalise dans différents pays et qui confirment bien ça aujourd'hui et qui contribuent à positionner finalement le leadership habilitant comme une forme positive de management, hein, là où on a pour le coup aussi des travaux qui sont aussi très intéressants, qui montrent un peu le côté sombre qu'on peut avoir à l'inverse du management sur d'autres pratiques qui sont souvent caractérisées par de l'excès de contrôle, hein, on parle d'autoritarisme, de leadership tyrannique, hein, qui sont pour le coup là où on va pousser le curseur inverse du contrôle exercé sur le salarié, d'une prescription du travail, et lorsqu'on le pousse à son point le plus fort, et c'est là qu'on observe au contraire une augmentation de tout ce qui peut être négatif en termes de burn-out, de dépression et de stress. Voilà. Donc ça paraît contrasté, on voit bien cet effet de contraste et donc la valeur très positive du leadership habilitant. Et alors, pour comprendre ces effets-là, on a plusieurs mécanismes. Christophe en a abordé un des plus étudiés, effectivement, c'est la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux des personnes, qui effectivement sont le besoin d'avoir son mot à dire dans le travail, d'être autodéterminé, le besoin de se sentir capable de faire face à l'existence, de se sentir compétent à faire face à son travail, et le besoin d'appartenir. Ces trois besoins sont essentiels, et dès lors qu'ils sont satisfaits, ils vont avoir en fait ils vont être on les appelle les auto-renforcements ou des auto-récompenses. Si vous voulez, indépendamment du salaire, si vous vous sentez compétent, autonome et appartenir à un collectif, vous êtes content, vous êtes satisfait, vous allez ressentir des affects positifs. Alors déjà, c'est très bien parce que ça participe à définir une certaine qualité de vie au travail, hein, mais pour aller plus loin sur la question de la santé, dès lors que vous allez ressentir ces affects-là, il y a des effets physiologiques qui vont s'activer. C'est-à-dire que dès lors que vous ressentez de la joie, du plaisir, de la satisfaction au travail, ça active le système nerveux qu'on appelle parasympathique, hein, qui est en fait qui repose sur le 10e nerf crânien, qui va énerver une bonne part de l'organisme et qui va être finalement un ralentisseur du métabolisme, qui va finalement ralentir le métabolisme, mais au contraire, du coup, inhiber le stress de l'organisme. Hein, donc, on a vraiment un effet physiologique, hein, qui est bien démontré de ces affects positifs que vous pouvez ressentir au travail et qui sont particulièrement présents lorsque vous allez avoir vos trois besoins fondamentaux de satisfaits dans le travail. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça introduit la question déjà de la récupération. Hein, c'est-à-dire que le travail, c'est quand même exigeant. Hein, c'est fournir un effort quand même, même s'il est satisfaisant, et c'est un effort. Donc, dès lors qu'il y a une notion de satisfaction et de plaisir dans le travail, vous allez avoir un effet de compensation et de récupération qui va être favorisé, qui va limiter du coup l'épuisement de l'organisme et donc diminuer derrière le risque de burn-out ou de dépression. Et puis, indépendamment de ces effets plus directement physiologiques, ces affects positifs ont des effets également très intéressants sur la cognition, c'est-à-dire que si vous ressentez du plaisir, et ça on ne l'observe pas qu'au travail, on l'observe partout, vous allez avoir un effet d'ouverture cognitive, hein, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir une vision qui va s'élargir, vous allez être plus attentif aux différents éléments de votre environnement social, de votre environnement en général, vous allez avoir aussi une pensée plus fluide, plus souple, avec plus de variété plus large des pensées qui viennent à l'esprit, plus de créativité plus générale. Et ce qui va se traduire au niveau comportemental par plus aussi de motivation, plus d'exploration de l'environnement, plus de sociabilité. Et donc voilà, c'est ce que déclenche en tout cas d'un point de vue cognitivo-comportemental les affects positifs. Et donc on l'aura compris, par extension, si vous voulez, quand vous allez ressentir du plaisir, ça va vous amener mettre dans une disposition d'ouverture qui va être favorable en fait au développement de ressources supplémentaires. Vous allez davantage rencontrer les autres, davantage vous sentir énergisé pour aller à la rencontre de votre environnement. Et ça participe dès lors à vous ressourcer également, en plus de ces effets physiologiques que j'énonçais précédemment. Alors, ce qui nous amène du coup à un deuxième effet, un deuxième mécanisme de l'effet du management habilitant sur la santé, c'est que cette ouverture, et plus généralement le développement qui est permis par le management aux salariés, parce que le salarié, on l'aura compris, dans le management habilitant, il est invité vraiment à se déployer, hein, dans ses capacités.
eh bien, ça favorise en fait le développement de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouveaux appuis dans l'organisation. Et ces ressources en général, qui sont à la fois personnelles en termes de compétences, mais aussi sociales du point de vue tissu qui va se générer dans l'entreprise, va être un amortisseur aussi des contraintes du travail. C'est-à-dire, plus vous allez avoir des ressources pour faire face, à la fois personnelles et collectives, plus les exigences du travail, qui sont des facteurs de stress intrinsèques, plus vous allez pouvoir y faire face et plus vous allez donc être protégé du stress et de ses effets péjoratifs à terme en termes de burn-out et de dépression. Donc vraiment, c'est vraiment là, c'est un deuxième mécanisme qui est très important. Après, j'en ai encore deux autres mécanismes si vous voulez, mais peut-être que vous avez envie déjà de rebondir, peut-être Christophe, parce que c'est vrai que ça peut être un peu où je continue à dérouler avec plaisir, mais non, pas besoin. Baptiste, écoute, on te laisse dérouler, et puis après, on laissera la parole à Christophe sur le versant plus entreprise. Ok, ça marche. Non, mais je continue. Alors, un autre élément important, c'est qu'effectivement, on aura compris, les ressources sont importantes. Le management habitant favorise le développement des ressources, donc ça protège le salarié, ça lui donne les moyens de faire face aux exigences et donc de diminuer son stress. Le leadership habitant, en tant que tel, est une ressource forte aussi. C'est vraiment dans la littérature qui le montre. C'est-à-dire que lorsque vous avez un manager qui va avoir des comportements habilitants avec vous, c'est-à-dire derrière le fait de partager du pouvoir, de reconnaître la responsabilité, il y a une notion de confiance très forte. Et c'est très, très, très valorisant pour la personne. C'est un vrai support à l'estime de soi, c'est un vrai support à la croyance en ses compétences. Et ça a un effet direct aussi sur la santé qui est très fort. Alors, c'est un effet sur l'engagement parce qu'évidemment, il y a un principe de réciprocité. Le salarié, voyant cette confiance, va être vraiment invité à rendre l'appareil. Mais on le voit sur la santé, sur l'estime de soi, il y a quelque chose de très fort. Et nous, on a un article qu'on va sortir prochainement qui montre que, si vous voulez, le management habilitant va en fait avoir un effet directement sur le cortisol. Le cortisol, c'est un indicateur, on le sait, du stress de l'organisme, avec un effet direct. Et surtout, très intéressant, le stress perçu, quand on se sent stressé, on augmente son taux de cortisol. Eh bien, cet effet-là n'est pas observé lorsque votre manager est habilitant. Comme si finalement, vous pouviez ressentir un stress, mais le fait d'avoir un manager habilitant, vous allez pouvoir directement être en capacité d'y répondre, de vous adapter efficacement, ce qui en fait annule l'impact sur votre organisme au plan biologique. Et c'est important ce qu'on dit, parce qu'en fait, quand on parle de cortisol élevé, on parle vraiment de stress biologique, et ça introduit après toutes les pathologies qu'on connaît du stress chronique, qui ne sont pas restrictives à la dépression. On a le diabète, on a les infections, certaines infections, on a les maladies cardiovasculaires, on a certains cancers qui sont corrélés à un taux élevé de cortisol chronique. Donc c'est vraiment, vraiment très puissant et vraiment un levier de santé au travail très important. Et puis enfin, un dernier mécanisme important, on a une littérature qui est très récente là pour le coup qui le montre, c'est que ça intéressait à voir quels étaient les effets à la maison. Alors il y a effectivement à la maison, quand plus votre manager est habitant, plus vous allez avoir déjà, vous allez avoir des pensées positives. Vous allez penser plutôt positivement à votre travail. Alors déjà, c'est pas mal. Et comme parfois le travail peut être prenant, vaut mieux que plutôt que les pensées soient plutôt optimistes et positives autour du travail. Ça favorise une affectivité positive à la maison, plus généralement, plus de bien-être. Et ce qui est intéressant, plus d'optimisme et plus d'énergie, ça a été observé par les chercheurs, dans la capacité à faire face à ces exigences familiales et domestiques en général. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'un effet d'entraînement positif sur la capacité à faire face à sa vie en général. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver des mécanismes d'effets sur la santé. Mais en tout cas, voilà, vraiment, ça commence à être bien détaillé. Alors, encore plein de choses à étudier, bien sûr. Et puis, c'est des travaux qu'il faudra confirmer dans d'autres pays aussi. Mais c'est très, très, très enthousiasmant et ça donne vraiment envie d'encourager à le faire, quoi. Voilà. Merci Baptiste. Et c'est vrai que c'est complexe. On voit qu'il y a beaucoup de travaux qui émergent sur ce sujet et je trouve qu'on voit bien les impacts, le lien avec la santé. Maintenant, côté entreprise, plutôt, Christophe, quels effets, quels impacts positifs on peut voir de la mise en place du management habitant dans les entreprises? Alors, là, je vais vous faire plusieurs retours. Je vais vous faire un retour d'abord sur une entreprise dans laquelle j'ai mis un système comme ça en place où on était 500 entreprises de services à Nantes. Et puis, je peux vous parler aussi plus globalement des entreprises que j'ai pu étudier puisque j'ai eu la chance d'être président de l'association des entreprises libérées. Donc, on avait un panel d'une centaine d'entreprises qu'on a été visiter ou avec on était en
en contact. Et donc, on a pu... alors, je n'ai pas fait une étude scientifique sur les évolutions, mais néanmoins, on avait quand même des tendances très fortes. La première tendance, c'est qu'à partir du moment où vous mettez un management habilitant, on viendra après sur la façon de le faire, hein, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre ça en place, mais une fois que vous avez mis ça en place, c'est exactement les symptômes que décrit Baptiste, donc des gens plus heureux, beaucoup plus performants, beaucoup plus collaboratifs. La conséquence, elle est immédiate. Beaucoup plus de souplesse, c'est-à-dire qu'en fait, on prend les virages et les changements ensemble, plus facilement, tout le monde comprend pourquoi on fait les choses parce qu'on a partagé les enjeux. Ce ne sont pas des entreprises qui sont là pour faire de l'autogestion ou il s'agit simplement d'entreprises dans lesquelles on fait attention aux personnes en leur donnant les éléments de façon à pouvoir comprendre là où on va ensemble. Et on peut leur demander leur avis. Ce n'est pas parce qu'on demande un avis à quelqu'un qu'on est obligé de le suivre. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un espace de discussion où on puisse avancer ensemble. Si vous faites ça en amont, il faut bien voir que d'aucuns vont se dire, oh là, ça va prendre du temps d'aller interroger tous les salariés par rapport aux grands changements qu'on doit faire. Bah, essayez d'imaginer combien ça va prendre de temps si vous ne les interrogez pas et que vous faites les changements sans leur dire. Il y a des choses simples. On va essayer de passer à des choses assez simples. C'est pas que les gens n'aiment pas le changement, c'est qu'ils n'aiment pas être changés. Donc, c'est juste une vision. Essayez de changer votre prisme sur les personnes. Essayez de ne plus avoir une vision déficitaire des autres. Essayez d'imaginer que les personnes qui sont dans votre organisation, elles sont capables de comprendre. D'aucuns peuvent nous dire, ce n'est pas la peine de leur donner tous les chiffres, ils ne vont rien comprendre. Si, croyez-moi. Et puis, moins ils sont payés, mieux ils comprennent les chiffres parce qu'ils ont besoin de les voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans une boîte qui est dans un management comme ça? Donc, on prend les virages plus facilement, on s'adapte plus facilement. Très généralement, ce sont des boîtes qui surperforment leur marché. Ça, ce sont les études d'Isaac Getz dans ses différents ouvrages sur l'entreprise libérée qui le prouvent, et puis ceux de Frédéric Laloux sur Reinventing Organization. Donc, on a vraiment des boîtes qui surperforment leur marché, qui sont plus rentables et où les gens sont plus heureux. Alors, c'est le dernier point qui est le plus rigolo. Ça rayonne. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont tellement contents d'être là ensemble, de faire quelque chose de bien et de s'apercevoir qu'ils sont partie prenante de la chose qui est faite bien ensemble, qu'en fait, ils en parlent bien à l'extérieur, ils recrutent. Donc, en fait, ils vont chercher du monde là où vous peinez à recruter. Ils vont parler à des gens qui sont des futurs prospects. Nous, on a eu une magie. Alors, en 3 ans, on est passé de 0 de résultats à 8% de résultats nets. On a baissé de moitié le turnover. On a eu en 5 ans 100% d'avis positifs dans le CSE. Enfin, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Et puis, on a eu des choses extraordinaires. Là que j'adore, c'est des personnes qui étaient parties pour aller faire autre chose, parce que c'est tout à fait normal dans leur vie professionnelle, et qui reviennent en disant, bon, je suis moins payé dans la boîte, mais enfin, c'était tellement agréable que je préfère revenir quand même, parce que on fait de belles choses, j'ai des gens avec qui j'adore travailler, et puis en fait, j'aime pas travailler dans la façon dont ils font les autres, donc je reviens. Donc ça, c'est très agréable. Et puis des gens qui sont venus, on a eu un client, c'est arrivé une fois, hein, je vous le dis parce que, un client qui est arrivé qui dit, bon ben voilà, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais bien travailler avec vous pour du SAV sur des machines complexes, et donc on l'a mis avec l'équipe qui est chargée de ça, on lui a dit, bah, écoutez, rencontrez l'équipe avec qui vous pourriez travailler ultérieurement, et le patron repart en disant, écoutez, ça va, j'ai vu ce que je voulais, il s'en va. Et on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et on reçoit un mail le soir en disant, bon, ben c'est d'accord, on démarre. Vous n'avez pas donné de prix, on ne lui avait rien donné. On le rappelle, on dit, mais on n'a pas de prix. Il dit, non, non, c'est pas grave, je suis sûr que vous n'allez pas me décevoir. J'ai vu des gens extraordinaires, c'est avec eux que j'ai envie de travailler. On y va. Et donc, c'est ce moment où vous avez fait en sorte que les choses puissent se faire. C'est-à-dire qu'en fait, le management habilitant, c'est exactement ça. C'est à quel moment vous donnez suffisamment d'air à chacun pour qu'il devienne suffisamment responsable pour que l'entreprise ce soit nous et pas vous. D'arrêter d'imaginer que ceux qui sont à la tête puissent penser à la place de ceux qui font le job. Je veux dire, j'ai 500 salariés, il y a je ne suis pas plus intelligent qu'eux, et en aucun cas, je peux avoir la bande passante de 500 personnes. Et donc, en fait, alors, quel pouvoir vous pouvez redonner à chacun de façon à ce qu'il puisse porter individuellement et collectivement une entreprise? Eh bien, ça marche. Merci Christophe, ça fait envie. Et est-ce qu'il y a
Alors, j'ai deux questions en une. C'est est-ce qu'il y a des limites à ce type de management? Est-ce que vous en avez observé, que ce soit Baptiste ou Christophe? Et quelles sont les recommandations pour le mettre en place? Parce que j'imagine qu'il ne suffit pas de se dire j'ai envie de le faire, je suis ouvert d'esprit, j'ai pas un ego surdimensionné, donc j'y vais. J'imagine qu'il y a quand même des recommandations pour bien le mettre en place et que ça fonctionne. Christophe, vous voulez peut-être commencer et puis Baptiste complétera? Ok, alors, recommandations. D'abord, il faut un cadre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. C'est bien faire ce qu'on doit pour pouvoir servir la raison d'être d'une entreprise ou d'une organisation. Pour ça, il faut qu'on ait une raison d'être qui soit claire. Raison d'être, on est bien d'accord, hein, c'est ce à quoi on va servir dans le monde. C'est pas combien on va toucher d'argent, combien on va faire de résultats. C'est une résultante, c'est une raison d'avoir, c'est pas une raison d'être. Donc, il faut déjà avoir un cadre qui soit précis. Le cadre, c'est à quoi on sert dans la société, à quoi on sert au monde, pourquoi on existe et qu'est-ce que le monde perdrait si on n'existait pas. C'est pas un détail, hein, parce qu'en fait, moi, je viens au boulot, alors, je viens aussi pour être payé, mais d'abord, j'y viens pour un sens, le sens que je vais donner à ma vie. Et puis, plus vous allez voir dans les jeunes générations, plus c'est fort. Donc, en quoi je peux participer au changement du monde? Donc ça, c'est le point qui est le plus important. Ensuite, on a un cadre qui est dit qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qui nous mettrait par terre, et puis quelles sont les limites de comportement qui fait qu'on est dans un cadre précis, qui est cette entreprise, et c'est une règle du jeu, ce sont les limites du jeu. Vous imaginez, on va faire très simple, hein, imaginez un terrain d'herbe, on va dire on va jouer au foot, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de gardien de but peut-être, ou peut-être, on ne sait rien. En tout cas, il n'y a pas d'arbitre. Bon, bah, vous mettez 22 personnes dessus, ça ne va pas être drôle longtemps, hein. Ni pour eux, ni pour ceux qui regardent. Donc en fait, il faut bien quand même qu'on définisse à quoi on joue. Une fois que ça c'est fait, le processus est un peu compliqué, parce qu'effectivement, il va falloir apprendre à se faire confiance. Dans l'entreprise, donc IMA Technologies, dans laquelle on avait mis ça en place, on avait appelé ce démarche le chemin de la confiance. Et c'est fait de plein d'éléments qui permettent à des managers, vous dire quelles sont les limites, c'est extrêmement clair, c'est le comité de direction, et ce sont les managers qui ont peur de perdre du pouvoir en laissant la main à leurs collaborateurs. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas de pouvoir. Pouvoir, c'est le pouvoir qu'on a ensemble, que les choses soient faites. Ce n'est pas le pouvoir qu'on a sur les autres. Comment est-ce qu'on va passer de la vision du pouvoir sur au pouvoir pour? Et donc, en fait, c'est tout un chemin assez complexe de se dire finalement un cadre bien clair, une raison d'être, une vision, une stratégie, des valeurs partagées. Ensuite, une formation au management pour pouvoir dire mais qu'est-ce que je gagne à déléguer? Moi, eux, qu'est-ce que je gagne intellectuellement, physiquement, comme le disait fort bien Baptiste, culture du prendre soin, culture de la gestion des conflits, posture à la fois de leader qui emmène, mais aussi de coach. Donc c'est une vraie transformation de mindset. Et ensuite, le but, c'est d'avoir des équipes les plus autonomes possibles, de façon à ce qu'elles vous surprennent en bien de ce qu'elles ont réussi à faire sans vous. Donc d'arriver à accepter. Et ensuite, dernier point, il y en a pas mal, hein, c'est comment est-ce qu'on formalise cette répartition de pouvoir, comment est-ce qu'on précise les rôles, les redevabilités, responsabilités. On est complètement dans un système habilitant et responsabilisant. On est là pour servir le bien commun, on n'est pas là pour se servir, hein. Processus de décision, comment est-ce qu'on fait pour décider à plusieurs avec des processus simples et efficaces. Processus d'information, processus d'onboarding, etc. Donc vous voyez qu'il y a si c'était simple, il y a longtemps qu'on l'aurait fait, on aurait tous pris la petite liste, on aurait coché tout ça. Mais bon. Baptiste, est-ce que tu veux compléter les points? Ah bah ouais, déjà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est super, Christophe. Moi, ce qui est intéressant, c'est que justement, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que la limite, c'est qu'on fait un peu les choses à moitié ou qu'on va justement avoir du mal à véritablement partager le pouvoir finalement dans cette affaire. On l'a vraiment, nous, vu sur une étude sur le stress, justement, c'était intéressant. On avait donc les différents comportements que je vous ai évoqués dans le modèle qu'on utilisait. Donc, délégation de pouvoir, responsabilisation, coaching ou en tout cas incitation à s'autonomiser, partage d'informations, développement des
compétences et droit à l'erreur. Et ce qui était intéressant, c'est que les effets les plus forts et bénéfiques, on les avait quand il y a vraiment une combinaison de l'ensemble des comportements. Si dès lors que les managers mettaient en place exclusivement de l'incitation à l'autonomie ou de l'incitation à l'innovation, sans partager le pouvoir, sans reconnaître la responsabilité des collaborateurs et sans les soutenir, c'est là où on avait des augmentations de stress qui étaient observées. C'est-à-dire que vraiment, c'est important de ne pas se contenter d'inviter à s'autonomiser, à prendre des décisions par soi-même ou à innover. Il faut vraiment le faire en ayant vraiment l'idée d'associer aux décisions, de partager vraiment le pouvoir et de vraiment soutenir, ce ne soit pas une autonomisation qui soit un facteur de stress, parce que ça, il y a aussi toute une littérature sur les côtés sombres de l'autonomie, mais que ce soit vraiment une autonomie qui permet le développement, le déploiement de la personne dans ses compétences, ses savoir-faire et ses capacités, et ce qui permet dès lors vraiment qu'il y ait une rencontre entre l'atteinte des objectifs de l'organisation et le besoin fondamental de croissance des individus, quoi. Mais voilà, mais vraiment, on l'a vraiment très nettement montré. Donc c'est là, voilà, ce serait le point un petit peu de vigilance, c'est-à-dire que voilà, faut y aller quand on a, voilà, faut avoir vraiment envie, prêt à y aller franchement et pas à moitié, parce que sinon effectivement, ça va être source de stress pour le salarié. Et puis pour de multiples raisons, on l'aura compris, parce qu'à la fois ça peut être stressant de s'autonomiser sans les ressources et sans le pouvoir, et puis parce qu'aussi ça va être une communication tout à fait paradoxale pour le salarié. C'est-à-dire que et si c'est paradoxal, c'est stressant parce que je ne sais pas comment m'ajuster au travail, je ne sais pas comment me positionner. Ce qui va être sur une littérature qui est aussi récente, que je voulais peut-être un peu aborder, qui est très intéressante, sur l'indifférence managériale. Il y a vraiment un peu une zone d'ombre, c'est-à-dire qu'on a une littérature très forte, on montre le leadership un petit peu sur-autoritaire ou tyrannique, on sait qu'il n'est pas bon, je l'évoquais. Le leadership qui favorise les qualités de la relation et le développement du collaborateur, on l'a vu comme le management habitant, il est bon. Et puis on a un peu une zone d'ombre au milieu. On pensait, et dans cette zone d'ombre, en fait, on a étudié récemment ce qu'il y avait. Alors, on parle de leadership laissé faire, donc ça a déjà été étudié. Mais là, les travaux récents montrent qu'en fait, ça aura des effets aussi mauvais sur la santé, voire pire même que finalement les pratiques autoritaires. Parce que justement, ce serait des managements un peu plus indifférents, un peu plus laissés-faire, qui pourraient être dans quelque chose de l'ordre d'une situation de manque de clarté sur les missions, sur les objectifs de chacun, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on ne peut pas faire, et que ce serait assez débilitant, ce serait un peu incapacitant pour les salariés, et finalement, ça les outillerait encore moins pour faire face aux exigences du travail, et ça les vulnérabiliserait davantage pour la santé. Voilà. Et voilà ce que je pouvais mais vraiment, qui est vraiment une confirmation de ce que disait Christophe. Merci Baptiste. C'est vrai qu'on voit que finalement le faire à moitié, c'est-à-dire sans vraiment appliquer le management habilitant dans toute son entièreté, le risque c'est que ce soit plus délétère finalement que de ne rien faire. Donc vraiment le faire quand on se sent prêt. Alors, et quand on est bien aligné sur la vision aussi. Clémentine, pour préciser, effectivement, juste pour pas non plus créer de panique inutile, sur cet effet-là, on l'observait sur le stress ressenti, ce qui est quand même important, bien sûr, mais on ne l'observait pas sur le cortisol. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que même si on met un truc un peu boiteux en place, on n'ose pas trop, on invite à s'autonomiser, mais en même temps, on n'associe pas aux décisions, ou du moins, on ne partage pas le pouvoir du tout, on ne va pas non plus avoir d'effet sur le cortisol. En tout cas, c'est sur l'étude qu'on a fait. Voilà. Mais attention quand même, point de vigilance, parce que on va quand même augmenter le sentiment de stress des salariés et on sait que c'est aussi lié quand même malgré tout à des conséquences de santé plutôt défavorables. Donc, mais bon, voilà, ça vaut le coup dans tous les cas d'y aller quand même, mais voilà, vraiment, il vaut mieux le faire de manière complète. Ok, merci. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête avant de se lancer. Alors, une autre petite question, est-ce que vous avez constaté, et je pense que là ce sera plutôt Christophe qui sera à même de répondre, des secteurs, des types d'entreprises où c'était plus difficile à mettre en place que d'autres? Est-ce que tout le monde peut y aller? Alors, je vais parler directement aux gens qui nous écoutent là. Faites-vous confiance et puis passez un peu par-dessus vos propres peurs. Mettez un cadre clair. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'aller faire ce qu'on veut, c'est pas un grand foutoir, c'est tout le contraire, c'est extrêmement cadré cette démarche. Et puis, on peut aussi expliquer à nos équipes qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, qu'on va faire des tests, qu'on va essayer, qu'on va y aller. Est-ce que ça marche plutôt dans certains domaines que dans d'autres? Non, vous n'avez aucune excuse. Aucune. Ne vous planquez pas, c'est pas possible. Alors, j'ai vu des choses extraordinaires dans 2 ministères belges. Je vous en parle parce que j'étais vraiment scié de ce que j'ai vu. Ministère de Sécurité sociale belge et ministère des mobilités belges, des transports. D'aucuns
on nous avait dit, si c'est possible dans un ministère belge, j'aimerais bien pouvoir le faire quand même dans une boîte en France. Quand même. Bon, c'est pas très gentil parce qu'en fait, ils ont vraiment été tellement loin qu'à mon avis, si vous êtes à leur niveau, vous me prévenez. Je l'ai vu dans un hôpital à Namur. Je l'ai vu dans des entreprises de nettoyage. Je l'ai vu dans une entreprise qui fabrique des avions. Je l'ai vu dans une entreprise d'agroalimentaire, de la distribution. Donc, en fait, c'est quoi qui fait la différence? C'est la vision du dirigeant, de la dirigeante, qui va se dire à un moment, il y en a marre, essayer de contrôler les gens pour essayer ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut essayer d'aller dans le bon sens et de se dire, on va partager à la fois les envies et les inquiétudes, on va partager les choses qui ne marchent pas et les choses qui marchent, et on va se demander ensemble comment on pourrait faire mieux. Il y a tout ce qu'on a réussi à faire, il y a tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, et alors maintenant, comment on pourrait faire mieux? C'est extrêmement puissant à une seule condition, c'est que, comme le disait Baptiste, vous le fassiez en entier. C'est-à-dire qu'en fait, vous mentiez pas. Vous dites pas ça, tiens, je vais le faire comme ça, je vais gagner plus de thunes. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Vous le faites parce que vous pensez que ça va mieux fonctionner en général. Le résultat est une résultante. Votre organisation, votre entreprise, elle n'est pas là uniquement pour faire des thunes. Elle fait quelque chose. Donc c'est ce quelque chose qui emmène les gens. Et c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Et c'est la bonne volonté de chacun qu'il faut aller chercher. Au moment où on a un mal énorme à embaucher, on veut dire que le fait de réduire très drastiquement votre turnover, ça compte. Le fait d'être attirant, ça compte. Et donc, c'est absolument magique quand vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez faire. Il y a énormément de littérature. Vous pouvez vous faire accompagner. Vous avez des tas de manières d'y aller. Et la meilleure manière, c'est peut-être d'aller voir vos collègues, l'ensemble de votre équipe en disant, voilà, j'ai écouté un truc bizarre là dans un podcast, je préviens, dans une conférence. J'aimerais bien tester ça. Comment on pourrait le faire ensemble? Alors, plus d'excuses. C'est sûr non, pas d'excuses. Pas d'excuses parce que je suis dans une collectivité ou voilà, parce que je suis dans le secteur de la santé. Pas d'excuses. Et puis, ouvrez le dialogue. Commencez par sonder les salariés pour savoir ce qu'ils en pensent et avancer ensemble. Et pas seulement les sonder. Si vous leur demandez, s'ils disent, tiens, ouais, ça serait intéressant, dire, OK, qu'est-ce que tu penses? Comment on devrait faire? Et se mettre avec ceux qui ont envie et d'essayer de commencer à dessiner quelque chose. Et puis de tester, de commencer petit, de développer, de ne pas faire un grand tout. Autant on a besoin d'aller sur toutes les facettes, autant on n'a pas besoin de le faire demain matin. Les transformations sur des entreprises, des organisations donc collaboratives, entreprises responsabilisantes, c'est entre 3 et 8 ans. Parce qu'en fait, entre ce que j'ai dit, ce que je fais, entre l'intention et la réalité perçue, il y a une belle distance. Donc il ne faut pas non plus rêver. Ça se fait étape par étape, morceau par morceau. Et c'est ce chemin qui est beau. En fait, il n'y a pas d'arrivée. Il y a des gens qui sont dans ce système-là depuis plus de 40 ans. Une entreprise française qui fait du grillage, Lippi, une entreprise américaine qui fait des vêtements qui s'appellent Gore-Tex, qui sont là-dedans depuis de très nombreuses années. Eux, ils ont dit, mais heureusement, ça ne s'arrête pas. On réinvente en permanence. Et donc, en fait, on est de plus en plus et toujours performant. Donc, c'est une dynamique extrêmement positive. Merci beaucoup Christophe et Baptiste parce que voilà, vous nous avez apporté beaucoup d'éléments pour ceux qui avaient peut-être la crainte de se lancer et qui avaient besoin d'en savoir plus sur le sujet. Alors, avant de conclure, un petit sondage pour terminer. Alors, est-ce que vous seriez partant pour essayer? Oui, je m'y mets dès demain. Oui, mais dans les bonnes conditions. À voir, car je crains que ce ne soit pas adapté ou pas le bon moment. Attention, pas adapté, on n'a dit pas d'excuses. Ou non, je suis plutôt pour le management classique. Allez, on vous laisse répondre et puis juste un petit mot de la fin pendant que vous répondez. Alors, le leadership habilitant se révèle être un véritable atout pour la santé des salariés et la performance organisationnelle. Il permet aux collaborateurs d'exercer un contrôle autonome sur leur travail et favorise le développement personnel. Il contribue à réduire aussi le stress, le mal-être et l'épuisement professionnel, comme on l'a vu à travers les recherches que nous a présentées Baptiste. Et en tant qu'entreprise soucieuse du bien-être de ses employés et de sa performance, il est essentiel de promouvoir le leadership
habilitant au sein de votre organisation. En tout cas, nous, on en est convaincus, nos experts en sont convaincus et chez Previa, on l'est également. Alors, pour les résultats du sondage, je regarde s'ils sont disponibles. Encore un petit instant. Et puis après, on passera à un petit temps de questions-réponses. Désolée, on a débordé un petit peu, mais le sujet est tellement intéressant qu'on pourrait en parler pendant des heures. Alors, les résultats. 60%, oui, je m'y mets dès demain. Bon, super, la majorité. 33%, oui, mais dans les bonnes conditions. Et 7%, à voir, car je crains que ce ne soit pas adapté ou pas le bon moment. Et 0% de non. Bon, plutôt positif. Alors, les questions, je les regarde, j'en prends connaissance. Quelqu'un demande si on pourrait avoir la source du modèle à 6 facteurs que tu as présenté, Baptiste. Ouais, c'est Kongzak 2000. Kongzak, c'est l'auteur, ça s'écrit K-O-N-C-Z-A-K. C'est un papier qui est sorti en 2000 dans une revue de management américaine. Et pour la validation française, vous pouvez vous référer à ma thèse qui a été publiée en 2021. Ça s'appelle Leadership habilitant, modélisation bifactorielle et étude de ses effets sur des indicateurs de santé psychologique et biologique. En gros, vous tapez thèse Baptiste Cougo, normalement, vous devriez l'avoir. Et donc, normalement, dans le milieu du document, il faut feuilleter un peu, vous avez la traduction française. D'accord, merci. Qu'on a validé sur un échantillon du CHU de Nantes. Donc ça fonctionne très bien. Ok, merci. Donc, après, il y a d'autres échelles très très bien aussi. Donc voilà, nous on a choisi ce modèle parce qu'il était plus analytique avec 6 comportements différents. Donc c'est pas mal aussi pour s'auto-auditer dans une organisation. C'est-à-dire que vous l'aurez compris, ce que disait Christophe, c'est un chemin, quoi. C'est pas tout droit, ça prend du temps. Et donc c'est intéressant aussi. Ça peut être aussi un mode opératoire que de régulièrement s'auto-évaluer collectivement sur ces pratiques, qui a un cap en fait, idéal, mais ça peut être une bonne échelle pour partir là-dessus. Ok, merci beaucoup pour ces références. Alors, une question intéressante, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour mettre en place lorsque toute l'équipe est totalement démotivée? Tu veux répondre, Christophe? Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi la prochaine étape? En fait, c'est presque un avantage. C'est-à-dire qu'en fait, dans les entreprises dans lesquelles tout va bien, c'est arrivé, j'ai vu cette mise en place qui a été faite avec des entreprises qui étaient leaders sur le marché. On a discuté avec le patron de Noroto quand il a mis un management habilitant en place chez lui. Donc en fait, il était leader du marché. C'est pas facile quand vous êtes leader de dire les gars, on va tout changer parce qu'en fait, il y a un modèle qui est vraiment meilleur. Donc c'est presque un avantage en fait en disant bon, puisque rien ne va, et si on essayait quelque chose qui nous fasse du bien? Qui vous fasse du bien à vous, en tant que responsable, qui fasse du bien aux gens qui sont là, et donc de changer. Puisqu'on en est là, qu'est-ce qu'on risque à essayer? Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, ces transformations que j'ai pu voir dans les différentes organisations que j'ai pu côtoyer, ou celles que j'accompagnais, et puis celles que j'ai dirigées, ça se fait avec les gens qui sont là. C'est-à-dire qu'on ne change pas les gens pour le faire. C'est juste parce qu'en fait, on se comporte différemment, qui fait que les comportements induits sont différents. Alors, si vous avez un niveau très bas, forcément, ça mettra plus de temps à remonter, parce que la confiance va mettre beaucoup plus de temps à s'établir. Néanmoins, peut-être le bon moment pour y penser. Ok. Merci Christophe. Alors, une question aussi, comment renforcer la confiance entre manager et manager? Ça, c'est un vaste sujet. C'est tout le sujet, en fait, d'ailleurs, du changement comportement managérial. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de vous faire confiance à vous-même? C'est-à-dire que d'assumer ce que vous dites, d'assumer ce que vous êtes, d'assumer ce que vous faites, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous êtes en capacité, en tant que manager, de dire, voilà la situation, voilà, ça, on a besoin de faire ça, on a besoin de faire ça, et ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée comment on va faire ça. Est-ce que vous pourriez m'aider à le faire, s'il vous plaît? En fait, c'est tout un problème de l'histoire de la confiance. C'est une histoire un peu longue. C'est une relation entre un manager et un manager. Et c'est comme un seau
qui se remplira à la petite cuillère. Donc, c'est les actions que vous faites, l'attention portée, la confiance que vous accordez aux personnes qui vont faire que votre alter ego va dire, bah oui, tiens, j'accepte que, enfin, je vois bien qu'il est en train de me faire confiance, donc je mets une petite cuillère d'eau dans le seau et donc en fait la confiance monte. La confiance monte. Néanmoins, si à un moment vous faites une erreur assez forte vis-à-vis de cette personne, le seau se renverse et il faut recommencer. C'est vrai, elle vis-à-vis de vous, c'est vrai, vous vis-à-vis d'elle. Et donc, si vous voulez commencer, vous avez intérêt à faire le premier pas et pas que le premier, hein. Il va falloir, et donc, n'imaginez pas que la confiance va devenir vite. Ce n'est pas le cas. Ça dépend du passif. Et puis, vous pouvez aussi aller demander aux personnes en face de vous, est-ce que tu as confiance dans l'entreprise et dans moi? Et qu'est-ce qui fait, et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance et qu'est-ce que je devrais changer de façon à ce que tu puisses regagner en confiance? Donc c'est un bel exercice de vérité, d'aller voir les autres et puis de se dire, OK, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir construire la confiance? Quels sont les gros éléments qui font que ça ne fonctionne pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir peut-être revisiter un petit peu l'histoire. Ok. Alors, on a beaucoup de questions, on ne pourra pas tout y répondre, mais on y répondra par mail, hein, à la suite, notamment quelqu'un qui demande des références, voilà, une bibliographie, hein, de la littérature. On enverra, hein, des sources, bien sûr, Baptiste a ce qu'il faut en boutique. Une petite dernière question. Comment faire basculer du bon côté de la force un manager tyrannique lorsque tous les autres sont plutôt participatifs? J'ai une proposition. Après, tu verras, on verra avec Baptiste ce qu'il a. Dans les évaluations managériales, j'aime bien faire des 360, c'est-à-dire qu'en fait, que l'évaluation managériale se fasse à la fois par les pairs, par les N+1 et par les N-1. Ce qui est intéressant aussi, c'est de benchmarker ces 360 entre les différents managers et donc d'arriver à faire prendre conscience de façon assez forte au manager tyrannique qu'il y a des conséquences graves sur son comportement, que peut-être c'est un comportement qui le rassure lui, mais qui met en danger la santé des personnes qui sont là et les performances de l'entreprise. Donc souvent, ces systèmes d'interrogation de l'ensemble des parties prenantes lors des évaluations managériales qui arrivent à pouvoir mettre en lumière et en fait un management qui serait dysfonctionnant. Je me méfie un peu d'histoire tyrannique, hein, parce que tout est une question de point de vue, d'usage, de métier, de machin. Le plus important, c'est le respect qu'on a vis-à-vis des gens, le respect de la parole donnée, le respect de quelle place je leur donne. On est bien dans quelle place j'ai dans l'entreprise. Donc parfois, ça peut prendre des chemins, un paternalisme bien foutu, bien assumé, bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, effectivement, derrière tous les travaux récents, notamment qui viennent de Chine, où on a une culture qui fonctionne pas mal sur le paternalisme, ils sont assez en pointe là-dessus et qui montrent des effets favorables. C'est-à-dire qu'on combine à la fois une autorité forte du chef, hein, qui décide, mais en même temps, un chef qui va être très soutenant, très impliqué dans le bien-être de ses salariés, très attentif, du coup, à ménager ses décisions et les organisations pour satisfaire leurs besoins aussi, dans quelque chose de donnant-donnant. Donc, ça peut aussi bien marcher en certaines configurations culturelles. Et, donc, ça, après, on est sur des comportements qui peuvent aussi qui peuvent être décrits, hein. C'est-à-dire que tyrannique, qu'est-ce qu'on dit derrière? Moi, j'avais imprimé une petite échelle justement pour avoir des références, c'est toujours intéressant. On parle de quelqu'un qui peut par exemple critiquer sévèrement ses employés qui font des erreurs, une notion de sévérité, se montrer critique à l'égard du travail, même s'il est bien fait, avec potentiellement des punitions qu'on appelle non contingentes, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop pourquoi, il est mal luné, et puis paf, il nous tombe dessus. Il tient souvent les gens responsables de choses, par exemple, sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Critiquer ses employés devant les autres. Vous voyez, on est sur du comportement qu'on peut en fait décrire assez précisément et qui peut être opposable. C'est-à-dire qu'un directeur, un dirigeant qui verrait ça peut aussi, hein, interpeller son manager sur du comportement. Et aujourd'hui, alors sans forcément référer au harcèlement, hein, bien sûr, mais on a quand même une belle description des comportements et quelque part le manager est comptable aussi de ce qu'il fait, hein. Alors bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, pas tolérables, qu'on ne peut pas maintenir en entreprise et qui peuvent rendre l'organisation d'ailleurs pénalement responsable de harcèlement, hein. Donc, ça peut aussi être dans quelque chose à opposer dans une idée de favoriser une prise de conscience. Alors après, il y a la question de savoir qu'est-ce qui fait
qu'un manager va s'engager dans ces pratiques-là. Et là, c'est pas forcément du manager une mauvaise personne. On a une littérature très intéressante qui montre qu'un manager peut s'engager dans des pratiques dites destructrices, dont font partie finalement le management tyrannique, mais il y en a d'autres. Il y a tout ce qui est le domaine des agressions, il y a tout ce qui est le domaine du contrôle excessif ou abusif, voilà, qui sont réputés mauvaises pour la santé, bien sûr. Enfin bref, cette littérature nous montre que on a des gens qui vont s'engager là-dedans parce qu'ils sont dépassés cognitivement, ou parce qu'ils ont une surcharge qui excède leur capacité dans leur propre travail, ce qui les amène dès lors à avoir ce qu'on appelle en anglais self-regulation impairment, vraiment des difficultés à gérer leurs émotions, des difficultés à gérer le travail avec un débordement émotionnel qui peut les amener à être dans des pratiques qui peuvent relever du management destructeur, voire du harcèlement. Donc, c'est aussi à aller interroger derrière, quoi. Quelles sont les conditions de travail de ce manager, voilà aussi. Et pas que quelle est sa vision du management et de ses collaborateurs, qui est aussi un chantier, bien sûr. Et puis après, il y a tout le chantier aussi. Clairement, ça peut être contre-intuitif de mettre en place un management habilitant. C'est-à-dire qu'on a des objectifs à atteindre, notamment économiques au niveau de l'organisation, et puis il faudrait lâcher le contrôle pour les atteindre. Ça peut sembler paradoxal, quoi. Donc c'est vrai on a un logiciel culturel qui expliquait très bien Christophe, et toi aussi Clémentine avec les McGregor, mais qui n'est pas non plus conçu pour faire ça. Donc c'est vrai que ça nécessite aussi un vrai cheminement personnel, un minima de coaching, voire de psychothérapie, pour finalement désamorcer un certain nombre d'idées reçues, d'automatismes, inculqués finalement depuis la tendre enfance, dans notre parcours aussi professionnel, et qui finalement orientent notre management. Donc c'est complexe, c'est sûr. Mais ça doit pouvoir s'interroger, et je pense qu'on doit pouvoir opposer parfois quand même du comportement sur des choses qui effectivement aujourd'hui sont quand même bien caractérisées comme relevant du management toxique, et il faut employer les mots quand ils existent, quoi. Bon, merci beaucoup à vous deux. Un sujet très intéressant, il faudra en parler pendant des heures, et pour ceux qui veulent continuer de s'intéresser à ce sujet, bien sûr, on vous enverra les références bibliographiques. Je vous invite, chers participants, à répondre à un petit questionnaire de 2 minutes sur les prochains sujets qui vous intéresseraient pour l'année 2024, pour qu'on soit toujours au plus près aussi de vos attentes. Merci à tous. À bientôt sur notre chaîne Webikeo. Et puis, belle fête de fin d'année surtout. À bientôt. Au revoir.